Bonjour à tous. J'aime beaucoup ce décor parce que deux choses. Premièrement, je trouve que cette voiture est magnifiquement à sa place sur les chandelles. Deuxièmement, parce que bon, c'est un peu la première fois que j'ai un petit décor assez sympathique. Bon, bien sûr qu'il va changer, parce que je pense qu'elle ne compte pas rester là. Enfin bref, l'atelier a changé, mais ça je vous le montrerai le prochain coup. Bonjour à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai jamais dit mon prénom, c'est dingue ça. Je suis Clément, de la chaîne Les Caisses Bridées, incroyable. C'est un format assez particulier, parce que déjà de une, c'est la première fois que je le fais, et de deux, parce que c'est particulier. Voilà. Dans ce format, on va un peu raconter l'histoire. En fait, vous connaissez, je vous prends pour des cons, mais c'est trop chiant. En gros, très bref, c'est un Vultec, mais un peu plus précis. Sur certains points, on va dire, japonais. En gros, c'est ça. Dites-moi si ça vous plaît, dites-moi si ça ne vous plaît pas, parce que c'est vrai que c'est possible si ça vous plaît pas. Et puis même, c'est très très long. Et en fait, je viens de découvrir ça. C'est long et super dur à tourner et à écrire et tout. C'est trop chiant, parce qu'il faut des sources. Il faut presque des sources sûres pour pas que je vous raconte n'importe quoi. Il faut du temps, énormément de temps pour faire ce genre de vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du moteur, je crois, le plus connu. Ça doit être le plus connu du monde, clairement. Et je dis ça pour plusieurs choses et on va aborder ça plus tard. Nous allons parler du 2JZ. Alors, dans cette vidéo, nous allons essayer de comprendre pourquoi il est ultra connu ce moteur. Est-ce qu'il est vraiment bon? Parce que il a beau être connu, tout le monde lui dit bon bah voilà, il peut supporter 1000 chevaux, c'est bien, mais à chaque fois qu'on ouvre le capot, les 1000 chevaux, ils sont assez modifiés. On va essayer de comprendre pourquoi il est là. Pourquoi un tel moteur du coup dans les années 90, alors que à ce moment-là il y a la loi japonaise que vous connaissez et que de toute façon Villebrequin expliquait dans leur vidéo les voitures au Japon, enfin un truc comme ça quoi. Déjà un peu de contexte, on va déjà parler de l'histoire un peu avant, bien avant, une trentaine d'années avant la sortie de 2JZ, et nous allons parler surtout de Yamaha qui va être un pilier monumental sur le 2JZ. Alors, on va aussi répondre à pas mal de rumeurs qui tournent autour du 2JZ. Vous allez vite comprendre pourquoi. Nous commençons en 1963 au premier Grand Prix du Japon qui se passe à Suzuka d'ailleurs, qui vient littéralement d'être fini, construit, incroyable. Et c'est la première fois que les constructeurs japonais sont en concurrence directe. Qui dit que Grand Prix et concurrence directe entre ses potes locales là, en fait ça dit que si tu gagnes, tes ventes elles sont bonnes. Donc faut pas perdre là à ce moment-là. Donc ce qui se passe c'est que Nissan, on va parler un peu de Nissan, vous allez très vite comprendre pourquoi, sont en communication active avec Yamaha. Yamaha, pilier phare, faut que vous suiviez parce que ça va aller très vite. Comme ils sont en communication, faut savoir qu'à ce moment-là, Nissan, il y a des détracteurs encore. Faut savoir que du coup, à ce moment-là, Nissan et Yamaha, il y a deux projets en cours. Alors pourquoi Yamaha? Parce que vous connaissez Yamaha aujourd'hui par rapport au piano, certainement, et par rapport surtout aux motos. Faut savoir que Yamaha aussi essaye de planter sa graine dans le monde automobile et veut surtout être plus ou moins préparateur ou motoriste, s'expérimenter là-dessus. Ce qui se passe du coup à ce moment-là, c'est qu'en fait Nissan et Yamaha, ils sont sur deux projets communs. Un, de fabriquer un coupé sur la base de la Fairlady qui va être engagé pour la course justement du Grand Prix. Et le deuxième projet est le projet A550X qui est de produire une voiture de sport avec un moteur de litre qui sera probablement le premier GT japonais. Ce qui se passe, c'est que pour la course, Nissan demande à leur pote Yamaha un moteur de litre, double armoire-cam en tête, parce que en ce moment, en 1963, il n'y avait pas grand monde qui arrivait à faire un double armoire-cam en tête. Ils demandent le DOHC à Yamaha, ce qui se fait. Nissan gagne la course, donc déjà, ça les unit un peu. Comme du coup Nissan gagne la course, faut sortir une voiture, faut sortir un truc là. Qui prévoit de faire Nissan, c'est du coup de sortir un coupé sport sur la base de la Fairlady qui a participé pour le Grand Prix. Pour le projet de ce coupé sport, ils vont faire appel à un gars plutôt balèze dans l'art du crayonnage, Albert Quertz, si je le dis bien, qui est ni plus ni moins que le designer de la 503 et de la 507 de chez BMW. Le projet avance, on est en mai, donc en mai il y a le Grand Prix et ils avaient déjà entamé le projet. Et ce qui se passe, c'est que Albert, le designer, il sait faire des maquettes en
échelle en taille réelle, donc en échelle 1, 2.1. Il sait les faire en terre de glaise, terre glaise. Enfin bref, c'est de la terre, ouais, globalement, qui se... C'est la terre qu'aujourd'hui on façonne et on met ça dans un four. Et après, ça garde la forme. Voilà, globalement c'est ça. Nissan va créer un gabarit en bois pour faire cette jolie maquette. Le gabarit est envoyé chez Yamaha, on les retrouve, et Nissan va dire à Yamaha, écoutez, vous nous faites une belle petite carrosserie, nous sommes en juin, il faut que ça soit prêt en octobre pour le salon de Tokyo. Ce que fait Yamaha, c'est que concrètement, à la base, je vous l'ai dit, ils font des pianos et des motos. Si vous voulez faire de la carrosserie, ça devient chiant. Motoriste et tout le bordel, c'est bien, hein. Carrosserie, c'est pas le même boulot. Du coup, Yamaha, ils sont un peu dans la sauce. Au moment où Nissan carrément décide d'envoyer un expert là-bas pour leur dire, écoutez, il faut que ça bouge. L'expert arrive là-bas, très clairement ce qui se passe. Bon les gars, c'est pas fini ce... Mais qu'est-ce que tu fais avec ta lime là? Bah quoi? Pose-moi ça, arrête tes conneries là, qu'est-ce que tu nous fais? Mais à la base, je fais des pianos. En fait, c'est ça le... En fait, vous êtes clairement pas bon, c'est ça. En fait, il n'y en a pas un qui est capable de faire ça. Oui. Ah oui, bah c'est... Oui, d'accord, bon. Admettons, oui. Ouais, salut! L'expert est carrément dégoûté. Leur dit clairement que ça va pas. Donc il retourne chez Nissan et il leur dit bon écoutez vos pignoufs de Yamaha là, ils sont pas capables de faire une putain de carrosserie. Ce qui se passe, c'est que Yamaha n'a pas envie de laisser passer ça sous le nez parce que en fait ce qui leur tient vraiment à cœur à Yamaha, c'est de faire le projet de la première GT japonaise avec leur moteur de litre dedans parce que ça fait une méga pub si vous voulez. En fait ils vont engager un consultant designer indépendant, Mikio Nishioka, si je le dis bien. Bon, les prénoms japonais, voilà, c'est chiant. En 40 jours, le gars, il arrive à finir le design de la voiture. Ils arrivent à faire la carrosserie et à la rendre roulante. Le 14 octobre, Yamaha emmène le prototype à Nissan la veille du salon de l'auto de Tokyo. Katsuji Kawamata, bon, le directeur de chez Nissan. Donc c'est la première fois qu'il voit cette voiture. Et en plus de ça, en fait, il dit clairement non. Parce que pourquoi? Déjà, pour lui, ce n'est pas une voiture commercialisable. Fait par Yamaha, ça serait artisanal au coût trop élevé. Donc déjà, ça c'est clair. Et à ce moment-là, le dicton de Nissan, c'est on ne présente pas au public une voiture qui n'est pas faite pour la production. Donc, au final, ils disent non. Yamaha... Nissan abandonne le projet. Yamaha continue tout de même de faire des prototypes dont un conduite à gauche. Qui dit conduite à gauche dit possiblement commercialisation. À ce moment-là, ils étaient beaucoup sur l'Amérique. Donc Yamaha leur montre le prototype qui est monté en 1,6 litre avec un moteur série G. Nissan accepte pour le coup, un an plus tard, en 64, accepte d'envisager la production de cette voiture à une condition, c'est que ça ne se fasse pas chez Yamaha, mais dans leur nouvelle usine de chez Nissan. En 65, Nissan fait la production de cette voiture en question qui sera nommée la Silvia, la Nissan Datsun 1600, dégage de moustique de mort, qui sera dénommée du coup Silvia. Le contrat du coup de cette voiture est cassé avec Yamaha, comme ça au moins c'est fait, et la production de cette voiture est faite avec le même moteur mais en type R, donc c'est pas le type R des Honda, mais rien à voir, c'est juste un moteur plus moderne que le série G, mais pareil en 1,6 litre. Donc du coup la Silvia elle est produite de 1965 à 1968 et à un peu plus de 500 exemplaires. Comme le contrat est cassé avec Yamaha sur ce projet là, il en reste plus qu'un projet, c'est le projet A550X qui fait la première GT japonaise. Cahier des charges de chez Nissan, une carrosserie monocoque en acier avec un châssis séparé, 4 disques de frein sur les 4 roues du coup, logique. Phare escamotable parce que ça claque et c'est la mode. L'avant pointu et le cul en fastback. Le fastback ça c'est le... c'est ça en gros, c'est le cul mais... pas de coffre quoi. Donc là, si vous réfléchissez bien, ça ressemble à une voiture qui va pas trop mal tarder de chez Nissan. Avant pointu, arrière vite coupé, indice long capot, fenêtre, ça je l'ai pas dit, cahier des charges de chez Nissan, fenêtre non plate, donc qui veut dire un peu incurvé, et bien entendu, le moteur de litre.
le design est fait du côté de chez Nissan. Le gabarit en bois, de nouveau, est envoyé chez Yamaha. Yamaha, de nouveau, je fais toujours des pianos, hein. Chiant. Nissan, par l'aide gracieuse de Nissan, pour une fois, ils arrivent tout de même à faire un prototype qui va s'appeler la Nissan 2000 GT. Et là, boum, oreille de dingue, ce qui vient de se passer. Qui sera donc équipé de leur moteur de litre, le YX80, qui a été utilisé en course dans l'affaire Lady, sera équipé d'un double carbu Solex et qui fera 120 chevaux. Voilà, globalement. Yamaha, eux aussi, arrivent de leur... côté à faire un prototype. Et en plus de ça, ils prévoient une Nissan 2000 GT Spider dédiée pour la course. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, Nissan et Yamaha commencent à vraiment plus s'entendre. Enfin, les dirigeants commencent à plus s'entendre. Et du coup, Nissan décide clairement d'arrêter le projet. Ce qui se passe, c'est que Yamaha... ils sont dégoûtés. Là, c'est carrément le seum ultime parce que eux, ils le veulent vraiment, ce projet, en fait, à la base. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont aller voir un autre constructeur et je vous laisse deviner lequel. Mitsubishi et non Toyota. Le problème, c'est que Toyota, c'est un peu les... Moi, je sors des Toyota Prius. Laissez-moi tranquille. En fait, c'est ça, c'est que Toyota, eux, c'est du boulot à la chaîne, des voitures fiables et nous faites pas chier. Voilà. Toyota leur dit clairement, il faut que Yamaha soit capable d'assumer d'autres projets pour d'autres véhicules. Au deuxième rendez-vous, Toyota montre un peu leur intéressement. Voilà. Globalement, la première GT japonaise, c'est évidemment un goal sûr. Étant donné que Yamaha a presque fini le projet, entre guillemets, ils ont plus ou moins un moteur. Albert Guertz a quitté Nissan, mais travaille toujours avec Yamaha. C'est que Toyota leur dit oui à plusieurs conditions. La première, c'est de gonfler le moteur, de reconfigurer le moteur. La deuxième chose est que Yamaha assume le développement d'autres automobile de chez Toyota. Et la troisième chose est que Yamaha devrait possiblement faire s'occuper de petites chaînes. Donc la petite chaîne de production. Yamaha et Toyota décident de travailler ensemble. Toyota se met à fond sur le projet, décide de redesigner la voiture et globalement le projet est fait. Le projet se fait gentiment, le moteur sera remplacé par un 6 cylindres de la catégorie M, type M de chez Toyota, qui est utilisé dans les Toyota Crown. Ce moteur en question est doté d'une nouvelle culasse faite par Yamaha en double arbre à cam. Toujours en conservant le moteur de litre, la voiture sort et est nommée la Toyota 2000 GT. L'une des plus belles bagnoles que j'ai déjà jamais vue, premièrement, et deuxièmement, elle est folle. Déjà, quand elle sort, c'est la première fois qu'une voiture japonaise est classée collectionnable. Deuxièmement, cette GT est capable de rivaliser pour la première fois contre des européennes de type Porsche 911. Donc à ce moment-là, quand elle sort, ça fout la goutte au nez chez Nissan. Nissan, ils n'avaient pas prévu que ça aurait pu sortir, mais chez le pote d'à côté, quoi. Ce qui se passe, c'est que du coup Nissan, à ce moment-là, on fait le rachat de Prince Motor, que j'aimerais énormément vous parler, mais on va pas trop s'étaler sur le sujet, qui eux du coup, leur côté, abandonnent le 4 cylindres, parce qu'à ce moment-là c'était le YX80, ils l'abandonnent et du coup vont mettre un 6 cylindres, forcément parce qu'ils peuvent pas mettre un 4 cylindres face à un 6 cylindres de chez Toyota, et vont appeler la voiture Nissan Fairlady Z. Ça y est, ça commence à cogiter là-dedans. Je t'ai pas dit, mais une Toyota 2000 GT, aujourd'hui, comme c'est la première GT japonaise, c'est la révolution et tout le bordel, déjà incroyable. L'intérieur est fait en bois de piano. Bah oui, parce qu'à la base... Ah oui, mais là, on fait des pianos. Bah ouais, donc là, pour le coup, ça pète la classe. Aujourd'hui, concrètement, si vous voulez une 2000 GT, déjà, j'espère que vous avez les sous, parce que c'est entre 800 000 et 1 million d'euros. Cette histoire, je ne vous l'ai pas racontée pour rien. Déjà, premièrement, Toyota et Yamaha sont maintenant liés, plus ou moins, parce que en fait, Yamaha va s'occuper de tout moteur pour la puissance, tout des culasses. Mais c'est surtout que là, en fait, nous allons avoir une rivalité Nissan et Toyota d'un côté sur les 600 lignes. Voilà, si vous voulez. Donc c'est un peu à ce moment-là, Nissan avec Prince,
ils ont du point, et Toyota avec Yamaha, ils en ont aussi. Les années passent, on va sauter, alors les années passent un peu, après la 2000 GT, ce qu'il va y avoir, c'est la Toyota Celica Supra marque 1 qui va garder le moteur type M, mais là il y aura le 4M, bref ça va monter jusqu'au 7M. Le 7M sera installé dans la Toyota Celica Supra marque 2 et marque 3 je crois, je sais plus. En plus de ça, Nissan et Toyota ils vont faire la guéguerre sur les pistes au Japon en groupe A, et arrivé à un bout d'un moment, nous sommes en 1989 et à ce moment-là nous allons parler de la Toyota Supra marque 3. Donc là il n'y a plus Celica, car Celica ils vont garder un 4 cylindres parce que là on est toujours en 6 avec les types M. La Celica va partir en 4 cylindres sur le rallye et la Supra normalement est basée pour la course en 6 cylindres. Ce qui se passe sur la marque 3, nous allons parler d'un moteur assez similaire au 2JZ, le 1JZ. Donc le 1JZ a été conçu par Yamaha, donc la culasse, le bloc et tout ça. Un 1JZ, quand vous le voyez, il est badgé Yamaha partout. Maintenant, il y a une rumeur, c'est que le 2JZ soit fait par Yamaha. Cette rumeur-là est assez... je vais vous le dire tout de suite, c'est faux, globalement. Mais, c'est vrai. Vous allez comprendre. Donc ce qui se passe, c'est qu'en 89, la Supra MK3 avec son 1JZ, le problème c'est qu'en fait la voiture est trop lourde en plus de ça, et c'est qu'en 89, son rival depuis toujours sort une voiture inébranlable. Le problème là, c'est que Nissan en fait avec Prince, ils ont un peu bossé. Et ils ont tellement bossé que la voiture va être exclue du groupe A. Et là on parle de la GT-R R32, qui est motorisé par le RB26 DETT. Là, globalement, c'est le viol. Toyota se prend une fessée monumentale, et pas que Toyota, tout le monde. Tout le monde se prend une claque monumentale par la R32. C'est pour ça que d'ailleurs, Godzilla. Voilà, c'est pour ça. Comme ils se prennent une claque monumentale, à ce moment-là, du coup, ils avaient le 1JZ. Ce qui se passe, c'est que Toyota doit répondre face au RB26 DETT. Donc, ils sortent le grand frère, le 2JZ. Ça y est, on y est. Putain que c'était long. C'est un moteur 6 cylindres, 3 litres, de 273 chevaux, je crois, je sais plus. Il est couplé de 2 turbos comme son confrère, le RB26. Et globalement, en fait, c'est les mêmes moteurs. Sauf que le truc, c'est que du coup, Toyota vont installer un petit truc assez sympathique sur ce moteur en 95, c'est le VVTi. Alors, pour faire simple, hop, petite parenthèse, VVTi. Le VVTi, qu'est-ce que c'est? C'est une variante, déjà oui, c'est dans le nom, variable valve toupie, j'en sais rien, bref. Donc c'est une plus ou moins variante du VTEC qu'on connaît aujourd'hui. Le système VTEC permet d'avoir deux systèmes plus ou moins de régime, je sais pas trop comment appeler ça. Ce qui se passe sur le VTEC, c'est que tu as deux cams pour une soupape. Là, le VVTi, tu as une cam pour une soupape, donc un moteur lambda. C'est que du coup, je peux vous le montrer en vrai parce que j'ai une voiture qui a un VVTi. Oh là, attention, calme-toi. Et on va surtout le voir au bout de l'arbre à cam. Parce qu'en fait, comment reconnaître un moteur VVTi de chez Toyota? C'est très simple. Déjà, on regarde ce que c'est marqué sur le cache moteur. Bon, si t'es un connard et que t'as pas mis le cache comme moi, grâce en fait à la bosse sur le cache culbuteur. Parce que du coup, là où il y a la bosse, globalement, c'est là où il y a l'arbre à cam avec la grosse boule. L'arbre à cam avec la grosse boule, ce qui se passe dedans, c'est qu'en fait, avec la pression d'huile, donc là il y a des trous là-dedans, c'est qu'en fait la cam aura du jeu. Je vous le fais en grossier, c'est pour comprendre, c'est très compliqué. C'est que la cam en fait elle a du jeu parce qu'en fait les deux sont pas totalement reliés. Donc si vous voulez, ça peut bouger. Les crans peuvent bouger d'un cran du coup par rapport aux cams. Le but du VTEC étant d'avoir une cam plus gentille que l'autre, celle qui est donc plus féroce, ouvre plus les soupapes, ce qui fait que l'ouverture est plus grande, ce qui fait que il y a plus d'air. Chez Toyota, l'ouverture reste exactement la même. Donc ce qui va se passer, c'est qu'en fait avec la pression d'huile et le petit décrochement qu'il y aura entre les deux, la soupape ne va pas s'ouvrir plus, mais plus longtemps. Qu'est-ce que ça permet? Ça permet une montée en régime plus franche. Quand ça arrive généralement à 5000 tours. Là, ils ont le 2JZ VVTi. Alors du coup, non, il n'est pas conçu par
Yamaha. Le 1JZ, oui. Le 2JZ, non. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est globalement les mêmes moteurs. Ils se ressemblent, pas à l'identique, mais ils se ressemblent énormément. Mais par contre, Toyota l'a fait tout seul, le 2JZ. Mais on peut dire que oui, Yamaha a plus ou moins pas participé, mais a fait en sorte que le 2JZ soit là. Toyota s'est servi du 1JZ de Yamaha pour faire le 2JZ. Là, ce qu'on se trouve, c'est qu'en fait, aujourd'hui, il n'y aurait possiblement pas de 2JZ si Nissan n'aurait pas été des gros connards avec Yamaha. Donc maintenant, on va répondre à la question de si le moteur est bien. Et bien effectivement, le moteur est excellent. Avec un petit budget, en fait, on peut facilement monter les chevaux. Déjà, Nissan l'ont montré plus ou moins avec le RB26 qui est vachement similaire au 2JZ. Nissan a rappelé des GTR, je sais plus c'est en quelle année, mais des R34. Ils ont réactualisé le RB26 et en fait, ils sortaient d'usine. Donc, il y a des GTR, il y a 500 exemplaires de R34 qui existent, qui est en Z-Tune, je sais plus trop quoi, qui développent en sortie d'usine 500 chevaux. Faut savoir que sur papier, le 2JZ est légèrement mieux que le RB26. D'un côté, tu as le système VVTi qui est révolutionnaire chez Toyota et en vrai, ça marche bien. Et c'est surtout que le 2JZ est mieux dans le sens où il fait 3 litres de cylindrée, le RB26 en fait 2 litres 6, donc sur papier, le 2JZ peut encaisser un petit peu plus de chevaux. Maintenant qu'on sait qu'il est quand même bien, on va savoir comment ça se fait qu'on le connaît et comment ça se fait, pourquoi. La réponse numéro 1, déjà, c'est globalement le constructeur en lui-même, sans parler des réseaux sociaux et tout le bordel. Le constructeur en lui-même, on parle de Toyota, qui est aujourd'hui numéro 1 en vente au monde. La deuxième chose, le RB26, faut savoir qu'il est installé sous pas beaucoup de voitures. Le RB26 est installé sous les GTR, sous une Nissan A-Tech, qui est plus ou moins un break, qui aujourd'hui, alors je vais vous mettre la photo réelle et je vais vous mettre une photo des gens, ce qu'ils font. En fait, ce qu'ils font, les gens, c'est qu'ils mettent l'avant de la R34. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est le même châssis, c'est la même base qui est utilisée. Et du coup, ils mettent... Et cette voiture en question est la seule variante comprise hors GTR utilisant le RB26 DETT. Le RB26 est utilisé en version atmosphérique sous la GTS R32. Donc du coup, la version propulsion de la GTR. Donc globalement, on n'a pas beaucoup de voitures. Le 2JZ, il est installé sous énormément de voitures. Les Supra, forcément, les Supra MK4 sous la Aristo, qui est la première voiture déjà ayant le 2JZ. La Crown, qui utilise du coup la même série de toutes les Celica Supra qui étaient sorties, donc la série M, 1JZ et 2JZ. La Alteza, qui est chez nous, alors chez nous parce qu'on n'en a pas beaucoup ici, l'IS 200, du coup la Alteza, l'IS 300 qui a le 2JZ, mais on va parler de l'IS 200 dans l'autre vidéo, juste après. Et sous la Progress et sous l'Origin. Il est partout en fait. Alors, il est partout, pas en turbo, parce qu'en turbo, il est que dans la Arista, enfin bref, la connerie comme ça là, et sous la Supra. Mais par contre, en fait, globalement, c'est les mêmes moteurs. Alors, sans VVTi, bien sûr, il y a la version no VVTi et avec VVTi, qui sont pas pareils. Mais globalement, en fait, c'est les mêmes moteurs. En face, il y a 70 000 RB26, un peu plus avec la Tech, mais bon, pas grand monde. Et en face, là, tu as déjà 45 000 de Supra, Crown, t'en as une pelletée, t'en as au moins minimum 100 000. T'as la Arista, t'as la Alteza, enfin bref, t'as une liste astronomique, t'as les IS300, t'as la GS300, t'as une liste monstre. On sait que globalement, un 2JZ est vachement plus accessible qu'un RB26. Pour la première réponse, on va dire que c'est ça. Pourquoi il est plus connu? Déjà, en partie par le constructeur et parce qu'il est beaucoup plus sous le capot. Maintenant, on va parler forcément d'une chose logique de pourquoi on le connaît tous, Fast and Furious. Pourquoi ils l'ont utilisé? Parce que déjà, Brian, il est fan de japonaise. Alors là, c'est des hypothèses. Là, j'ai fermé l'onglet archives, tout le bordel. Là, c'est mon avis à moi. Brian, il est fan de japonaise. On voit dans tous les prochains qu'il a que des GTR. Alors, il a la Supra blanche et tout le bordel, mais ça, en fait, salut le chat, c'est pour un rappel forcément à la première Supra. Mais ce qui va se passer, j'attends, je t'ouvre, c'est que dans le premier, Brian, il a pas tant de sous que ça. Donc en fait, comme il faut un moteur de dingue, comme ils peuvent pas trop prendre de GTR parce que ça vaut une couille, et il reste une autre option,
c'est la Supra. Pourquoi la Supra? Parce que son moteur équivalent au RB26, c'est le 2JZ. Et pourquoi pas prendre une Aristo? Parce que en fait, faut un coupé. Tu peux pas mettre il peut pas se balader en Crown face à une Ferrari, c'est ça que je veux vous dire. Donc il faut le couper. Donc c'est pour ça la Supra. En plus de ça, elle vient de sortir, sa ligne attire. Tout rentre en fait, tout rentre dans la case. En plus de ça, c'est un moteur qui se retrouve pas si cher que ça. Et du coup, comme disent les Japonais, c'est un moteur réglable, tout autant que le RB26. Donc c'est pour ça, globalement, je pense, de mon avis, qu'ils ont utilisé une Supra. Maintenant, après, il y a eu les réseaux. Les réseaux sociaux ont fait que le 2JZ, en fait, tout le monde, je pense, a vu le fait qu'on pouvait avoir un 2JZ accessible. Une IS300, aujourd'hui, ça vaut 10 000 euros. C'est que en boîte automatique, mais il y a une super boîte, il y a une boîte BM qui s'adapte à merveille sur l'IS300. Tu peux avoir un 2JZ atmosphérique, attention, en boîte méca dans ton IS300. Mais qu'est-ce qu'il reste à faire pour avoir un 2JZ turbo? Pas grand chose à part un turbo, améliorer 2-3 composants parce que c'est pas exactement les mêmes que sur le 2JZ GTE. Globalement, en fait, tu as vite un vrai 2JZ, même sur une caisse qui vaut rien. Donc, tu n'as pas besoin d'acheter une Supra, alors que le RB26, c'est toujours la même séance. Si tu n'as pas de GTR, tu peux pas acheter une voiture directement avec le RB26 DETT, mis à part, ou même un RB26 tout court, le RB26 qui se trouve dans la GTS R32, la GTS R32, mine de rien, c'est 30 000 balles. Donc globalement, en fait, c'est pour ça que le 2JZ est plus connu. Donc, on sait d'où il vient. S'il vaut le coup, ouais. Et en plus de ça, il est connu parce que la conclusion, c'est parce qu'il est plus accessible que le RB26. Toyota a bien géré le coup, mais sans Yamaha, il n'y aurait pas ça. Il faut savoir que Yamaha, aujourd'hui, continue de faire des moteurs Toyota, alors des moteurs de travailler sur les culasses et les moteurs Toyota. Par exemple, tout ce qui finit globalement par GE vient de Yamaha. Alors, sauf le 2JZ GE, parce que le 2JZ du coup était un dérivé du 1JZ, mais globalement c'est les mêmes. Mais le 2ZZ GE c'est Yamaha, le 4A GE c'est Yamaha, le 3S je sais plus son nom, 3S GE, bref, celui de la GT4, c'est Yamaha aussi. Bon, j'espère que ça vous a globalement plu. Si vous voulez d'autres projets, d'autres vidéos comme ça, ça me va parce qu'en fait j'aime bien et on apprend énormément de choses. Mais bon, là c'est un test, j'ai sûrement oublié beaucoup de choses, ça c'est sûr et certain. Il y a tellement de choses à dire, il y a tellement de petites guillemets. Si vous voulez voir l'histoire, je vous mets l'histoire de la 2000 GT et de la Datsun, c'est surtout sur un site. Je vous mets le lien dans la description, comme ça vous pouvez directement tout comprendre. Moi j'ai essayé de faire un puzzle de tout lier. Et vous me dites ce que vous en pensez. Sur ce, moi je vous fais un gros bisou. Et on se retrouve dans 2 semaines pour un petit essai autoroutier. Allez hop!